Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et très ravi de vous retrouver. Merci de nous rejoindre dans votre rendez-vous d'information sans transition. Vous êtes à l'écoute des programmes de Radio Orient et ce soir on parlera de la France post-attentat, la France ou l'état d'urgence. Quelle place au débat démocratique? Quel rôle peuvent jouer les élites dans ce climat délétère à l'heure où être musulman serait aux yeux de certains un danger potentiel pour la République? C'est reparti de plus belle avec la jeune députée Front National, Marion Maréchal Le Pen. Nous ne sommes pas, je la cite, la France n'est pas une terre d'islam, a-t-elle déclaré. Est-ce une déclaration de guerre contre les musulmans? C'est en tout cas la grande question que nous nous posons ce soir, entre autres. Réponse avec nos invités ici présents en direct de nos studios. Alors, le plaisir de recevoir plein de fidèles sur ce plateau. Mohamed Kaki, qu'on n'a pas entendu depuis longtemps. Il est président de l'association Les Oranges. Mohamed, bonsoir. Bonsoir. Un revenant également, Driss Ahida, qui est enseignant-chercheur à l'Université de Paris 13. Driss, bonsoir. Bonsoir. Et puis, nous accueillons des nouveaux. Il y a du nouveau, toujours dans Sans Transition. Faisal Ben Khaldoun, professeur des universités en mathématiques appliquées et auteur de nombreuses publications universitaires. Bonsoir, Faisal. Bonsoir. Nous attendons l'arrivée d'un moment à l'autre de Jamal Belabbas Taharji, qui est chef d'entreprise. Et à 16h45, nous aurons avec nous Kamal Ameriou, qui est donc président de l'association Les Sans Étiquettes. Bienvenue dans nos studios. Crainte et inquiétude s'installent chez les musulmans de France, peur par rapport aux amalgames et aux dérives verbales. J'ai envie de vous demander justement pourquoi donc les bons doivent payer pour les mauvais. Ça vous rappelle quelque chose, cette expression? Mohamed Kaki. Bien, d'abord, je tiens à dire que la première chose, c'est d'avoir une pensée pour les victimes et que la France a traversé une émotion terrible dans laquelle nous partageons tous. Mais au-delà de cette émotion, je pense qu'il faut qu'on réfléchisse à objectiver nos subjectivités et donc à comprendre les causes de la problématique que nous avons vécue ces derniers temps. Et donc les déclarations, je dirais, guerrières d'un certain nombre d'hommes politiques m'inquiètent énormément. Et je crois qu'il faut... c'est le temps aujourd'hui, je crois que votre radio nous le donne, nous le permet, de déconstruire un peu cette problématique. Alors, inquiétude partagée par vous, Driss Ahida également? D'abord, je vous remercie pour l'invitation. Je m'associe à Mohamed Kaki pour effectivement exprimer toute ma condamnation avec la plus grande fermeté qui soit concernant ces attentats abjects qui ont endeuillé et ensanglanté la France. Mais bien évidemment, une fois qu'on a présenté les condoléances, une fois qu'on a exprimé notre sympathie à l'égard des familles victimes justement de ces atrocités, maintenant il faut faire preuve de sérénité et de calme et de tirer toutes les leçons, tous les enseignements. Or, malheureusement, je crois que nous sommes dans une ère où il y a l'amnésie, où il y a une absence d'anticipation et nous vivons et nous vivrons malheureusement d'autres conséquences beaucoup plus dramatiques. Par rapport à la question que vous venez de poser, est-ce que les bons doivent payer pour les mauvais? Moi, je ne sais pas si dans chaque être humain, il y a du bon et du mauvais. Oui. Et j'aimerais bien qu'on fasse la part des choses pour, avec une certaine rationalité et en élevant un peu le débat et l'esprit, s'interroger et se poser la question par quel processus et par quel mécanisme ces jeunes issus de la diversité arrivent à commettre justement l'abject. Or, malheureusement, le débat est fermé. Il y a tout simplement une stratégie de victimisation. Et si vous permettez... Mais on reviendra sur ça, Driss Ahida. Je voudrais donner la parole justement sur la même question. Est-ce que vous partagez la même inquiétude de Mohamed Kaki, de Driss Ahida, Faisal Ben Khaldoun? Oui, bien évidemment. Au-delà évidemment de la condamnation la plus ferme que mes collègues ont exprimée, c'est une grande inquiétude que d'entendre des hommes politiques et des femmes politiques
tenir des propos évidemment d'une grande irresponsabilité et dangereux, tendant à stigmatiser les uns aux yeux des autres et à créer la zizanie entre Français. Nous sommes Français, fiers de l'être, nous croyons la devise de notre pays, égalité, fraternité, liberté, même si c'est dans le désordre, mais ils sont tous aussi importants les uns que les autres, oui. Et en particulier fraternité et égalité. C'est un pays laïque, donc toutes les religions y ont leur place. Alors vous deux, vous êtes à l'université de Paris 13, on sait qu'il y a quand même une forte représentation de ces populations qui viennent des quartiers populaires à cette université. Comment ces moments tragiques et douloureux ont été vécus au sein de cette université ? Oui, rien que ce matin, justement, sans citer cette référence, il y a un article, parce que bien évidemment, vous avez vécu avec nous toute la tragédie qu'on avait connue au sein de cette université depuis 2005, où rapidement une équipe d'universitaires avait fait un travail exceptionnel qui a été salué par les experts du ministère, qui a permis à des générations et des générations de jeunes, issus ou pas issus, beurre ou pas beurre, issus de la diversité, français de souche, si je peux m'exprimer ainsi. Et cette composante avait permis à ces jeunes de s'insérer professionnellement et qui allaient devenir vraiment une référence sur le plan national. Tout ce travail a été saqué. Nous avons été devant la justice pendant 10 ans. Et voilà que de nouveau, une affaire dans laquelle, sans le citer, un de nos collègues est accusé de tous les maux, de l'intégrisme, alors qu'il n'a rien à voir avec tout ça. On peut citer, c'est Rachid Zouhan et Hamid Belagda. Deux collègues, oui. Justement. Et on est en train de jeter la suspicion sur ces gens qui ont tant donné. Je pèse mes mots. Nous avions travaillé des jours, des nuits, bénévolement au service de l'institution universitaire, au service de la France, ce que nos collègues issus, enfin d'origine ou je ne sais pas n'ont pas voulu faire. Nous, on l'avait fait. Et maintenant, bien évidemment, les jeunes s'inquiètent, s'interrogent parce que les attentats ont eu lieu une partie. Est-ce que ça a aggravé la situation au sein de l'université aujourd'hui, justement, Adressa El-Hadda, la question se pose aussi à vous, monsieur Non, je ne crois pas parce que, heureusement, il faut que les gens restent calmes. Nous sommes dans le cadre de la communauté universitaire, oui. Et les universitaires, normalement, sont appelés à plus de retenue et surtout à plus de réflexion au lieu, justement, d'être émus par des sentiments anti-ceci ou anti-cela. Mais vous ont certainement interpellé ces jeunes, vous formez les futures générations. J'imagine que vous leur tenez un discours. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire, justement, à ces élèves qui s'inquiètent comme vous ? Vous êtes les formateurs, mais quel est le discours que vous leur tenez quand on entend une Maréchal Le Pen dire que la France n'est pas une terre d'islam, ça veut dire quoi ? Plier bagages ? Il n'y a plus de place aux musulmans ? C'est ça ? Moi, je dirais que c'est tout en restant calme et serein, c'est de la surenchère politique. Nous sommes à la veille des élections et bien évidemment, c'est une stratégie pour draguer les indécis et porter bien évidemment la responsabilité à cette communauté. Alors, c'est pas suffisant quand on a dépassé certaines lignes quand même. Oui, bien évidemment, mais on va y revenir dans un deuxième temps par rapport aux élites. Donc, j'ai envie de dire, nous ne sommes comptables ni responsables de toutes les faillites politiques, économiques, sociales. Est-ce qu'on peut faire l'inventaire de tous les échecs depuis des années et des années? Est-ce qu'on est responsable de l'échec de la politique étrangère, de la politique de la ville, de la politique économique, de la politique éducative? Donc, tout cela doit être posé sur la table. Et bien évidemment, il est très simpliste de trouver le bouc émissaire et de dire si la France a failli, c'est à cause de... Et ça relève de l'irresponsabilité. Alors, Driss Haïda vient de dire, nous ne sommes ni comptables ni responsables de cette situation. En même temps, la question que nous posons ce soir dans le cadre de cette émission, c'est le rôle des élites, justement, dans cette situation exceptionnelle que vit notre pays. Mohamed Kaki. Je partage tout à fait ce qui vient d'être dit, d'autant plus qu'il faut comprendre une chose, c'est que nous sommes dans un climat de terreur et de peur. C'est-à-dire qu'en fait, cette histoire, relayée par un certain nombre de médias et d'hommes politiques, et la surenchère faisant, c'est un climat général de peur. Tout le monde a peur et tout le monde a un petit peu, je dirais, cette terreur qui se propage. Et elle sert bien évidemment un certain nombre de politiques. Alors,
cela nous rappelle quelque chose quand même. Ouais. Les pouvoirs spéciaux en Algérie en 1956. Ouais. Il faut se rappeler de cette affaire lorsqu'on a conféré les pouvoirs de police à l'armée. Ouais. Et évidemment, l'objectif, c'est de faire taire tout le monde d'une manière générale. Et à l'époque, déjà en France, l'idée, c'était de faire taire les élites, ce qu'on appelle les intellectuels, tous les gens qui réfléchissent un peu, mais aussi l'ensemble des progressistes, il faut le dire aussi, des gens qui luttent sur le terrain, les responsables associatifs et politiques. Et moi, je suis choqué par une chose, parce qu'il n'y a pas que Marion Maréchal Le Pen, d'ailleurs, qui a été contredite par Monsieur Saint-Just ce matin même, qui a dit qu'elle exagérait et qu'il ne se reconnaissait absolument pas. Jacques Lanque également, Voilà. qualifie les propos de Maréchal Le Pen d'ignobles et estime que des poursuites mériterait d'être engagé. Tout à fait. Et il a raison sur ce point. Simplement, il faut qu'ils accordent leur violon au sein du Parti socialiste. Parce que le Premier ministre, donc, Monsieur Valls, a, en réponse à une question qui était posée au Sénat, qui était de dire, d'ailleurs de Monsieur Christian Favier, il faut le saluer, qui est un sénateur qui a simplement voulu dire, écoutez, il y a des causes, il y a des choses qu'il faut qu'on réfléchisse au-delà de l'émotion, au-delà de ce que nous partageons. On a tous dit ici que nous condamnons le terrorisme, que nous partageons le drame que traversent les familles. Mais quand même, il nous faut essayer de réfléchir sur les causes. Eh bien, la réponse de Monsieur Valls a été la suivante. Pas de sociologie. On n'a pas besoin de sociologie, on n'a pas besoin d'analyse. Ce qu'il faut, c'est agir. Quand on en est à condamner les sciences sociales, les sciences humaines, en disant on n'a pas besoin de réfléchir, eh bien moi je trouve que c'est très grave de la part d'un Premier ministre et que là ça nous emmène dans une situation très difficile. Je trouve qu'au bien au contraire il nous faut réfléchir et que la sociologie, il faut convoquer l'ensemble des sciences sociales et humaines et que Bourdieu avait raison en disant qu'effectivement, il faut s'interroger sur les conditions de production d'un phénomène, quel qu'il soit. Et c'est ce que nous attendons, bien sûr, des élites pour nous éclairer sur des situations que monsieur, madame, tout le monde n'arrive pas à comprendre, encore moins décrypter. Alors, nous allons vers la prolongation des mesures d'exception, en fait, la prolongation de l'état d'urgence, 3 mois, voire même 6 mois. Réponse avec nos invités ici présents dans nos studios. Ça sera juste après la courte pause. Merci de rester avec nous. À tout de suite. Le rôle des élites dans la France post-attentat avec nous, Mohamed Kaki de l'association Les Oranges, Rissa Hidda, enseignant-chercheur à l'université de Paris 13, Faisal Ben Khaldoun, professeur des universités en mathématiques appliquées et auteur de nombreuses publications universitaires. Alors, au lendemain des attentats, le président de la République, François Hollande, a martelé sans arrêt que la France était en guerre contre le terrorisme et non pas contre une civilisation. Il faut dire qu'il s'est montré fédérateur, rassembleur. D'ailleurs, c'est pas pour rien s'il est au top des sondages d'opinion. Peut-être une réaction par rapport à ça, parce que Mohamed Kaki vient de dire effectivement que le Premier ministre a des déclarations assez violentes par rapport à la situation, mais on a aussi un président qui est beaucoup plus apaisant, plus rassembleur. Moi, je crois que il est dans son rôle, c'est la bonne voie, et c'est la voie que devraient suivre en fait tous les responsables, parce que ce qu'il faut chercher, c'est plutôt l'apaisement, faire parler l'intelligence plutôt que la passion surdimensionnée et s'éloigner des discours extrémistes de tous bords, que ce soit l'extrémisme laïcard, justement, on a évoqué un certain nombre de choses à l'instant, ou l'extrémisme religieux, ou tout type d'extrémisme. Et la France a besoin d'apaisement et d'aller dans le bon sens, mais ensemble, la main dans la main. Et ce que je voulais dire, moi, par rapport aux jeunes, vous m'avez interpellé tout à l'heure, moi, je crois qu'il y a une réponse à donner aux jeunes, c'est l'exemple, c'est donner l'exemple. On stigmatise souvent les jeunes, on parle que de ceux qui se font sauter, on parle pas de... Rien que moi, je peux vous dire, j'ai formé 1 millier d'ingénieurs et de techniciens. 1 millier d'ingénieurs et de techniciens. 1 millier. Sur ma carrière, j'ai fait le compte hier, 1 millier d'ingénieurs et de techniciens. J'en ai croisé certains qui sont chez Dassault maintenant, d'autres qui sont chez France Télécom, les PME, les PMI. Et je crois que c'est par l'exemple qu'il faut réagir, en disant que nous sommes apaisés, nous sommes en paix avec à la fois notre religion et à la fois avec notre pays, la France laïque. Ça ne nous pose aucun problème. Nous avons chacun notre manière de croire, d'être pratiquant ou pas. C'est une liberté de chacun. Et moi, mes jeunes, mes étudiants qui ont 22, 23 ans, c'est l'exemple que je vois devant moi. Des gens apaisés,
frères entre eux de toutes origines et qui réagissent pas au moindre mot de Madame Maréchal Le Pen. Alors, est-ce qu'ils n'ont pas l'impression, justement, d'être aujourd'hui montrés du doigt et d'être des Kouachi, des Mera et des Abaoud potentiels, Driss Ahedda? Oui, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut répondre par l'intelligence, comme vient de le dire mon ami et collègue Ça veut dire quoi, Faisal. répondre par l'intelligence, concrètement? L'intelligence, ça veut dire que par rapport à la question qui vient d'être posée, il y a deux termes que j'aimerais bien utiliser pour expliquer le fond de ma pensée. Il y a deux concepts clés, c'est l'ijtihad et le fameux jihad. Alors l'ijtihad, c'est l'appel à la réflexion, à la créativité et à l'innovation. Oui. Depuis que le monde musulman, comme l'a bien expliqué si brillamment un grand penseur dont j'ai eu l'occasion de parler, le Mahdi al-Manjra, rahimallah, c'est depuis que la porte de l'ijtihad a été fermée, ça veut dire de l'effort, de la réflexion. Oui, mais cette pensée réformiste de l'islam, nous ne l'avons pas suffisamment vue ni entendue. Elle a été fermée, ça peut faire l'objet justement d'une émission entière. Je suis prêt à y participer. Mais bien évidemment, il faut réfléchir. Alors, il y a des causes historiques, il y a des causes politiques, socio-économiques. Mais dites-moi justement concrètement, on va peut-être essayer de monter un peu plus puissant. Si vous permettez, le djihad dans le sens noble du terme, vous avez utilisé le terme guerre, ça veut dire il faut lutter. C'est le président qui a utilisé le président, mais oui. J'aurais bien aimé qu'il parle aussi de lutte contre les ignorances, contre les inégalités, contre les discriminations, contre le chômage, contre tout ce terreau qui aboutit justement à ces déflagrations. Parce que je termine mon intervention en disant, il faut pas que le langage et le discours sécuritaire soient l'alpha et l'oméga de la politique à mener. Il y a des politiques économiques, sociales, comme l'a dit Mohamed, mon collègue à côté, pour apporter des solutions appropriées dans toutes les dimensions qui touchent la société française. Alors sur le rôle, bien sûr, historique des intellectuels, des élites, ces réflexions, nous ne les avons pas suffisamment entendues. Vous avez certainement assisté, vous avez vu dans vos quartiers, dans les quartiers de France, une certaine forme de radicalisation des jeunes. Est-ce que ça vous a interpellé? Est-ce que vous ne vous sentez pas aujourd'hui quelque part responsable parce que vous avez été absent? Mohamed Kaki. Absolument pas, je ne suis pas responsable, on est responsable de rien du tout dans cette affaire. Je crois qu'il faut qu'on cesse de nous faire culpabiliser les gens dits d'origine de la communauté. Je crois que ces affaires-là sont des affaires qui convoquent la question des problématiques géopolitiques de la région, d'abord du Moyen-Orient, il faut le rappeler. Et la deuxième chose, je pense que, comme dirait Noam Chomsky, un grand linguiste, il a dit cette phrase merveilleuse: la meilleure façon de lutter contre le terrorisme, c'est de commencer par cesser d'y participer. Eh bien, cette question, elle est fondamentale, elle est au cœur de cette problématique. Ouais. Vous savez, le 15 janvier 1991, la Mésopotamie, ce qu'on appelle l'Irak aujourd'hui, a été détruite. Le complément a été fait en 2003 et on a mis un certain nombre de pays à feu et à sang. On a bombardé comme jamais, on a explosé la Libye, on a explosé la Syrie, on a explosé l'ensemble du monde arabo-musulman d'une manière générale. Et il faut pas oublier aussi en termes d'attentats, moi je voudrais quand même avoir une pensée pour nos frères et amis libanais qui ont subi le terrorisme récemment. Parce qu'il faut pas l'oublier aussi, je veux dire que le terrorisme touche tous les jours d'abord les pays arabes et la Tunisie récemment. Donc c'est quelque chose d'éminemment important. Et aujourd'hui, au moment même où nous exprimons dans cette radio, il faut le savoir que les bombardements dits des Alliés font des victimes civiles. Il faut le savoir. Aujourd'hui, pendant qu'on parle là, il y a des enfants qui sont en train de mourir. Il y a des collèges. Aujourd'hui, il y a Amnesty International, il y a un certain nombre d'organisations internationales sérieuses qui font état du fait qui tirent la sonnette d'alarme, que en fait, on est en train de tout exploser. Et lorsque on crée l'explosion, on crée, chère madame, une chose très importante qu'il ne faut pas oublier, c'est l'humiliation.
Et l'humiliation amène, si vous voulez, des processus de violence terrible qu'on ne peut pas calculer. Donc, la responsabilité... Un sociologue avait dit il y a quelques jours sur notre antenne, il y a aussi la convergence des humiliés. Bien sûr. Bien Alors, sûr. Et donc c'est important de penser les choses dans le fond et pas seulement dans la surface. Bien sûr qu'on peut réfléchir ici au niveau français et de voir, d'ailleurs on a eu l'occasion de le dire puisque tout à l'heure on discutait sur ce que disait d'ailleurs Monsieur Valls sur le fait que il y a un apartheid social, etc. Ouais. Bien sûr, d'ailleurs le même qui dit apartheid social aujourd'hui cogne de manière très très forte et stigmatise un certain nombre de gens. C'est insupportable. Insupportable, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les politiques, ils ont une importante responsabilité, aujourd'hui plus que jamais, et qui doivent faire attention à leurs déclarations. Le climat est délétère, mais très électrique également. Donc oui, j'aimerais bien citer un proverbe arabe qui dit « Les petits esprits débattent sur les personnes, les moyens esprits débattent sur les événements et les grands esprits débattent sur les idées et les pensées. » On peut le dire en arabe aussi. إن العقول الصغيرة تتناقش حول الأشخاص والعقول المتوسطة تتناقش حول الأحداث والعقول الكبيرة تتناقش حول الأفكار. Ouais. Et combien nous avons aujourd'hui besoin de gens qui pensent, de gens qui ont une vision. Ouais. Ce dont nous souffrons aujourd'hui, et je le dis depuis plusieurs années, et puis je m'inspire énormément de ce grand penseur que j'ai cité tout à l'heure, l'absence de vision et d'anticipation conduit justement à toutes ces déflagrations. Mais vous vous sentez C'est pas moi- aujourd'hui en marge, justement, Et de cette effectivement, on va y réflexion arriver. Alors, Oui. si vous permettez, Nadia, moi, je voudrais dire un mot sur le mot ou le concept élite. Il faut faire toujours preuve d'humilité et savoir manier ce concept. Parce que j'ai pris tout à l'heure le petit Robert, élite, c'est un ensemble de personnes les plus remarquables d'un groupe, d'une communauté, les personnes qui occupent le premier rang, et cela aboutit à l'élitisme. C'est le fait de favoriser une élite aux dépens de la masse. Et bien justement, j'ai envie de dire, il y a élite et élite. Ce que nous devons marteler, c'est quelles sont les valeurs, quel est le système de valeurs justement de ces élites, parce que nous avons assisté à la faillite totale des élites qui n'ont pas été de toutes les élites, sans aucune exception. sans aucune exception. Nous avons au bout du fil avec nous Kamel Ameriou, aussi un fidèle de Radio Orion. Il préside l'association Les Sans Étiquettes. Kamel, bonsoir. Oui, bonsoir à vos invités ainsi qu'aux auditeurs. Alors, vous avez suivi certainement une bonne partie de l'émission. On n'a pas pu vous rattraper avant, mais dites-nous justement sur les déclarations faites aujourd'hui par Marion Maréchal Le Pen, qui dit que il y a plus de place pour les musulmans ici en France, parce que la France, c'est pas une terre d'islam. Oui, non mais, alors écoutez, à ce sujet, elle dit ce qu'elle veut, mais vous savez, il faut savoir aussi décrypter que derrière, tout ça semble partagé. Alors, elle fait ses sorties, aujourd'hui, il est de bon ton de faire ce genre de sorties. Moi, je reviendrai sur, à la fois, l'honnêteté intellectuelle de votre dernier intervenant, qui reconnaissait qu'effectivement, les élites avaient peut-être failli à un moment, etc. Mais il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de savoir ce que nous devons faire et ce que nous allons faire les uns et les autres. Nous sommes ici, qu'on le veuille ou pas, qu'on pratique ou non, où on se détermine être musulman, pas musulman, etc. Est-ce que vous permettez, s'il vous plaît, que je vous interrompe? Effectivement, j'ai parlé de la faillite des élites, mais bien évidemment, il ne suffit pas de rester dans le constat, mais nous faisons des choses au quotidien et nous pouvons et nous apportons au quotidien des solutions et on va y venir. Donc, dans la partie qui va être traitée après, c'est comment justement participer activement, comment les élites issues de la diversité peuvent participer, parce qu'elles participent activement au quotidien. Est-ce qu'ils ont justement, mais elles sont marginalisées. Est-ce qu'ils ont un espace où ils peuvent... Il n'y a pas d'espace, il y a bien évidemment des règles qu'on connaît. S'il vous plaît, laissez-moi terminer. Alors allez-y, on va laisser Kamel Ameriou terminer, Laissez-moi allez-y. terminer, parce que, figurez-vous, alors c'est un angle de vue, mais nous avons, cher monsieur, et tous qui nous écoutez, le devoir d'agir. Vous voyez, il n'est plus Le devoir d'agir. Il n'est plus question de se poser la question ou de faire ou de se dire que oui, on aurait pu faire et refaire l'histoire. Aujourd'hui, il y a urgence
et nous avons le devoir les uns et les autres. Mais Kamel Ameriou, vous dites aujourd'hui plus que jamais le devoir d'agir, alors Bien que sûr. j'imagine que vous avez vu les choses arriver. Mohamed Kaki ou Faisal Ben Khaldoun. Bon, Mohamed Kaki. Écoutez, moi je pense d'abord que les intellectuels n'ont pas failli, mais tout simplement c'est qu'il y a des gens, beaucoup d'intellectuels à qui on ne donne pas la parole. Oui. Et ça, il Qui faut sont le privés voir. de parole, À voilà. qui on donne la parole sur les antennes. Aujourd'hui, c'est toujours les mêmes qu'on voit s'exprimer. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, on n'est pas resté les deux pieds dans le même sabot quand même. D'ailleurs, Kamel le sait bien puisqu'on se connaît depuis la marche pour l'égalité des droits et contre le racisme 1983. Et d'ailleurs, aujourd'hui, nous sommes le 3 décembre. Je rappelle que Bah c'est oui, c'est une grande l'anniversaire date. aujourd'hui même C'est une date de cette anniversaire, marche absolument. pour Merci de le l'égalité. rappeler. Merci. Et c'est extrêmement important. Nous avons lutté et aujourd'hui, d'ailleurs nous étions très jeunes, aujourd'hui nous continuons à lutter encore, mais il faut savoir qu'on a d'un point de vue structurel une machine qui empêche les possibilités d'expression. 1986, c'est le gouvernement socialiste qui nous met SOS Racisme pour casser le mouvement de la marche pour l'égalité des droits. Aujourd'hui, eh bien, on continue d'une autre manière à, je dirais, à essayer d'ethniciser les rapports sociaux, de culturaliser les rapports sociaux, et donc ça, et même de dire, il ne faut plus penser. Alors, est-ce qu'on peut dire qu'on a organisé la faillite des élites qu'on peut appeler issues de cette diversité? Faisal Ben Khaldoun. Eh bien, moi, je ne pense pas tout à fait dans le même sens que mes deux autres collègues, ni de votre intervenant. Et d'ailleurs, c'est la preuve que nous ne pensons pas tous la même chose. Oui. Nous ne sommes pas Tant un mieux, bloc je veux dire. monolithique, comme on voudrait bien le présenter, en disant, voilà, ils, eux, nous, ça marche pas comme ça. Absolument. Nous sommes partie intégrante de cette société. Nous avons chacun nos manières de voir. Moi, personnellement, j'ai été des années militant au Parti Socialiste de la section de Montreuil-sous-Bois. Oui. Qui a été bien cité dernièrement. Je l'ai quitté il y a 2 ou 3 ans et mes conditions familiales particulières font que je ne peux plus être dans l'action politique au quotidien. Mais je peux vous dire un certain nombre de réalités quand on dit que les élites ont failli, n'ont pas joué leur rôle. Je peux vous dire que avant d'être à Montreuil, j'étais à Marseille, à Nice, où j'ai eu mon doctorat. J'ai été à Rouen, j'ai exercé comme maître de conférence pendant 10 ans. J'ai croisé plein de gens à tous les niveaux, au niveau du militantisme politique. Et systématiquement, tous les collègues d'origine maghrébine, militants depuis 30, 35, 40 ans, systématiquement m'expliquaient qu'à chaque fois qu'il y avait des élections, Oui. comme par hasard, eux ne pouvaient pas être en position éligible. Comme par hasard, non, C'est non, dimanche, attention. le premier tour des régionales. On va dire un mot sur ces Attention, régionales. on va réveiller Le Pen, on va réveiller le Front National si Oui. on vous met en position éligible. Donc, il ne faut pas que vous soyez Mais à qui incombe la visible. responsabilité? Vous répondez Alors, pas clairement, Faisal Ben Khaldoun, clairement, je suis en justement, train de c'est quoi? vous le dire. Dans Oui. une section, prenez une section du Parti Socialiste, Ouais. vous allez constituer les listes pour les régionales, pour je ne sais quoi d'autre, et on va vous dire, ben non, Oui, mais- on va vous placer sur tel et tel positionnement pour diverses raisons qu'on va invoquer d'une manière ou d'une autre. Moi, je vous dis ce que m'ont raconté des militants de 30, 40 ans, beaucoup plus vieux si vous me militants que permettez, moi-même. Nadia, Donc, si c'est vous pas me pour permettez. victimiser, pleurer ou se lamenter ou dire c'est la faute des autres. Mais c'est en même temps pour équilibrer le débat et dire que les gens ont essayé au niveau de tout type d'associations, dans les cités, il y a assez le feu, il y a quand même plein de gens qui ont quand même beaucoup travaillé et continuent de le faire. La question, c'est comme m'a dit le collègue juste à l'instant, la visibilité. Il est un peu tard, on a trop tardé. Il aurait fallu très vite, très tôt, intégrer un certain Voilà. nombre de personnes à tous les niveaux, dans les médias, dans les prises de responsabilité, pour qu'il y ait de la co-gestion, de la co-responsabilité à tous les niveaux. La co-responsabilité à tous les niveaux, dit Faisal Ben Khaldoun. On va faire réagir tout de suite Kamel Ameriou, qu'on avait interrompu. Allez-y. Oui, alors écoutez, c'est un constat que nous sommes en train de faire. Mais au Parti Socialiste, puisque vous y avez été, monsieur, vous savez très bien que la volonté d'atomiser notre communauté date depuis des décennies. Et nous le savons, donc le constat... La volonté de qui, monsieur? La volonté de qui? Permettez-moi, du Parti Socialiste. Nous faisons Et des partie autres, du mais- Parti Socialiste, donc du notre Parti rôle c'est de se Socialiste. battre. J'ai souvenir avoir été publié dans Le Monde où, à une certaine époque, lorsque M. Monroy avait pris, que Dieu ait son âme, avait pris la parole, nous avions demandé à vous, les élites, à vous, les participants au Parti Socialiste, de vous désolidariser. Il y a eu des périodes où, effectivement, vous nous avez dit, les uns et les autres, mais c'est de l'intérieur que le travail sera fait.
20 ans, 30 ans plus tard, voyez où nous en sommes. Donc aujourd'hui, nous avons le devoir, vous et nous, de descendre dans la rue, d'être présents, d'alimenter tous ceux qui iront au devant de justement d'une prise de conscience et du poids que nous pesons. C'est ça, vous le savez très bien, aujourd'hui, nous sommes le terme de communauté. Et là-dessus, nous sommes d'accord. Mais attendez, lorsque vous dites il faut descendre dans la rue, c'est quoi? C'est refaire aujourd'hui, c'est une grande date, on l'a dit, effectivement, la marche pour l'égalité. Est-ce qu'il faut une autre marche pour l'égalité? Il faut quelque chose qui ressemble. Mais rappelez-vous bien que le terme de communauté et de communautarisme est apparu il y a 10 ou 15 ans lorsqu'il s'est agi de la potentialité du vote africano-arabo-berbéro-musulman. Là, lorsqu'on s'est aperçu que ça pouvait être 8 à 10% du camp électoral, on a pris peur, on a tout fait pour atomiser notre communauté. Il faut aujourd'hui se rassembler. Voilà ce que je tenais à vous dire. Restez avec nous, Kamel Amériou. Il y a réaction sur le plateau avec nos invités ici en direct de nos studios. Drissa Hidda. Oui, Mohamed alors Kaki. par rapport à ce qui a été dit, justement, quand j'ai parlé de la faillite des élites, il faut bien évidemment garder en tête, à travers le débat qui vient d'avoir lieu, dans certaines formations politiques, on a cherché à exclure. Donc, il y a beaucoup de gens capables d'apporter, qui font un travail remarquable au quotidien, mais il y a des blocages. Pour rappeler les travaux et le titre du sociologue Michel Crozier, nous sommes dans une société bloquée, sclérosée. Alors, ces formations politiques sont sclérosées, sans chercher à imputer la responsabilité à tout le monde, et nous devons nous interroger sur nos capacités à agir de l'extérieur. Est-ce qu'il n'y a que l'action politique? Moi, j'appelle bien évidemment à une adhésion dans la société civile, dans des réseaux actifs, pour apporter des solutions. Parce que, quand j'ai dit tout à l'heure faillite, parce que des élites... Mais comment sortir de cette faillite aujourd'hui? Soyons positifs, justement. Quelles sont les propositions que vous nous faites ce soir en direct de notre antenne? Mohamed Kaki. D'abord, il faut commencer par changer de grille de lecture, de paradigme, là, parce que là, depuis tout à l'heure, moi, écoutez, ça devient insupportable, cette histoire du eux et de nous. Ouais. Hein, faut définir c'est quoi le eux, c'est quoi le nous. Voilà. Moi, je crois, pour moi, Nous faisons partie. si on peut se permettre de parler du eux, pour moi, c'est les dominants. Ouais. Et quels qu'ils soient, les dominants sont toujours là, quelque part, et c'est ça qui crée cette problématique structurelle d'humiliation. Bien nommer les choses, et c'est d'écrasement. important. C'est important. Oui. Nommer, c'est déjà commencer à comprendre. Oui. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, donc, se désaliéner de ça. Et la deuxième chose, se dire que ce qui est structurel dans cette société et des phénomènes de reproduction, eh bien, encore une fois, un grand sociologue, Bourdieu, disait « Les logiques ne valent et n'agissent que parce qu'on les laisse agir ». Il n'y a pas de fatalité. C'est-à-dire que nous avons une responsabilité tous, les uns et les autres. Voilà. Donc là, la posture victimaire du « eux », elle est extrêmement dangereuse. Et en même temps, il faut nommer les choses. Oui, il y a une problématique structurelle. Si Il y a une Avec clairvoyance. Si vous permettez. Pas d'accord, justement. Non, Drissa je ne tombe pas, j'allais citer justement, je ne suis pas dans cette logique de victimisation. D'ailleurs, non, mais je parle pas de vous, monsieur. Non, c'est parce que j'ai parlé de la faillite des élites, parce que il faut identifier les responsabilités si on veut avancer. Et j'ai dit, il y a des solutions alternatives. Je voudrais juste citer... Alors nous, on veut avancer, justement. Oui, mais avant d'avancer, on va marquer juste une courte pause, si vous voulez bien, Drissa Hidda, et retour sur notre plateau. Merci de patienter. À tout de suite. Il faut qu'on puisse finir le bout, parce que si, justement, vous m'avez interrompu au moment où je... Voilà, c'est la pause publicitaire. Merci Camille. Camille nous accorde 9 minutes pour conclure sur un sujet aussi vaste et complexe, j'ai envie de dire, le rôle des élites dans une France post-attentat, bien sûr, situation exceptionnelle que vit la France depuis le 13 novembre. Le 13, c'est un vendredi. Qui peut oublier une telle date et qui peut oublier ces attentats aussi tragiques? C'est quand même l'État qui a été ébranlé. L'État, un État fort,
Et comment vous avez justement réagi au lendemain de ces attentats? Moi, je reviens en arrière sciemment parce que je voudrais également vous interroger sur le phénomène de la radicalisation. Vous avez un regard éclairé. Vous êtes censé éclairer ces générations puisque vous les formez à l'université Paris 13, Faisal Ben Khaldoun ou Driss Ahida, ou Mamed Kaki, qui est un associatif très 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 actif à travers l'association des Oranges, qui travaille beaucoup sur la problématique mémorielle. Que s'est-il passé dans la France d'aujourd'hui? Cette France que vous aimez, que nous aimons? Eh bien, écoutez, l'analyse première, c'est d'abord l'abandon de l'État, des quartiers populaires, des villes populaires d'une manière générale, et ça c'est quelque chose qui a été révélé par toute la littérature sociologique, même si Monsieur Valls ne veut pas qu'on réfléchisse de ce point de vue-là. Il ne veut pas de sociologue. Je crois que. Mais Monsieur Valls a parlé de, voilà, comme vous l'aviez rappelé tout à l'heure. Tout à fait. Ouais. Mais ça c'est la première chose. La deuxième chose, par contre, là où on a une responsabilité d'une manière générale, y compris les militants, c'est la question de la transmission. La transmission du savoir, la transmission par le mouvement d'éducation populaire. Oui. Il y a quelque chose qui a, voilà, et le troisième point aussi, c'est la diversité de diversion. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui un certain nombre de gens. La diversité de diversion, dit Mamed Kaki, hein. Bien dit, qui qu'on nous présente comme censés représenter la société civile, et en fait qui ne représentent que leur position d'acteurs. Et donc ça, c'est quelque chose d'important. Moi, je crois qu'aujourd'hui, j'en suis arrivé à l'analyse suivante, c'est qu'il faut qu'on crée vraiment une stratégie d'alliance avec la société civile, avec l'ensemble des gens qui sont de bonne volonté pour lutter contre ces processus de domination, contre ces processus d'écrasement, le fait qu'on ne nous donne pas la parole, par exemple dans les médias, c'est-à-dire dans une diversité de la parole, une pluralité de la parole, eh bien aujourd'hui, c'est un vrai problème. Oui. Et c'est là aussi, on parlait tout à l'heure de l'humiliation. Eh bien, quand vous regardez la télévision et que vous voyez un certain nombre de gens qui débattent entre eux dans un processus bien géré comme ça, où ils sont circuits fermés, eh bien, je trouve que c'est pas une démarche inclusive, quoi. C'est dommage pour la démocratie française. C'est un vrai problème. Un vrai problème. Alors, ce phénomène, justement, de marginalisation d'une certaine élite. Exactement, parce que la question qui a été posée, ce phénomène de radicalisation n'est pas le fruit du hasard. Parce que c'est un processus bien construit. Il y a une volonté, je pèse mes mots, délibérée, pour associer l'islam à la violence, à l'extrémisme, à la délinquance et à toutes les formes dégradantes à travers le tri des images, la production et la consommation des informations. Mais vous dites et une le volonté choix délibérée, c'est quand même très fort ce que vous venez de dire. Bien mais évidemment. Orchestré par qui, Driss Ahida? Écoutez, les médias y participent. Vous venez de citer cette personne qui appelle les musulmans à quitter ou à se préparer parce que elle vient de dire c'est une parlementaire. Donc il y a à la fois la classe politique, une certaine classe politique pour être précis, et puis il y a aussi les médias qui y participent. Il y a aussi notre absence sur la scène pour apporter nos contributions et montrer ce que ces élites entre guillemets, issues de la diversité, ce qu'elles apportent dans tous les domaines, et ces gens-là participent au rayonnement de la France. Mamed Kaki, et nous avons Kamel au bout du fil qui nous a rattrapé. Oui. Kamel, les sans étiquette, Kamel Amerio. Restez avec nous. Mamed Kaki voudrait d'abord rebondir sur ça très rapidement. Juste un haïku, j'allais dire. C'est que moi, ça ne me dérange pas d'être attaqué. Ce qui me dérange, c'est de ne pas pouvoir m'exprimer pour me défendre. Ouais. Et donc, c'est ça la vraie problématique. Qu'il y ait des gens qui sont des islamophobes, qui n'aiment pas les Arabes, qui n'aiment pas les musulmans, etc. J'allais dire, c'est de l'ordre du sens commun, c'est tout à fait normal. Voilà. Par contre, là où c'est scandaleux, c'est que sur les antennes publiques, sur la télévision, etc., on ne donne la parole qu'aux dominants qui vont dans le sens
force, de l'écrasement de ceux qui n'ont pas la possibilité de se vous dites qu'il y a un monopole de la parole. Voilà, il y a un monopole de la parole, et c'est dit. là où il y a un déficit démocratique, pas seulement pour, je dirais, les Français héritiers de l'immigration coloniale, mais pour l'ensemble des Français. C'est un problème. On touche là à la démocratie. Démocratique biaisé. Voilà, exactement. Alors, on va essayer d'avancer. Il est 17h22. Une dernière question, justement. Vous l'avez dit, Mohamed Kaki, tout à l'heure. Le Premier ministre n'a pas besoin tout de suite de sociologue ou d'analyse sociologique parce qu'il a plus besoin de policiers, de flics sur le terrain. Alors, est-ce que la réponse du tout sécuritaire est la seule bonne réponse? Kamel Ameriou, allez-y. Oui, écoutez, je voudrais simplement souligner une chose. C'est que finalement, nous faisons le même constat. Qu'on soit ici ou là, d'une classe sociale ou d'une autre, vous faites exactement le même constat, celui que je fais. C'est qu'au travers, ne serait-ce que de votre patronyme aux uns et aux autres, vous êtes catalogué, peut-être fiche S à un moment, hein, attention, on ne sait jamais. Mais ça, c'est très important. Toutefois pas quand même, vous exagérez quand même, mais on va tous avoir des fiches S, c'est ça ce que vous voulez dire. Chère Nadia, je crois qu'on est d'accord là-dessus. Nous sommes mis tous dans le même bateau. Nous avons des noms, des prénoms, nous sommes issus de cultures, pratiquants ou pas, mais nous sommes ça. Et c'est au nom de ça que nous avons le devoir, les uns et les autres, à nous imposer. Nous n'obtiendrons que ce que nous irons prendre. Alors, Mohamed Kaki, vous avez entendu Kamel Ameriou, restez avec nous, c'est quand même très fort. Il est en train de nous dire que nous sommes tous potentiellement des fiches S, quoi. Écoutez, moi, je partage pas tout à fait cette. Je crois que en stigmatisant une partie de la population, le gouvernement et notamment notre Premier ministre, je dirais, stigmatise l'ensemble de la population française. Parce que d'abord, nous sommes Français. Moi, je suis un Français héritier de l'immigration coloniale, d'abord, et c'est en tant que tel. D'ailleurs, les élections, on en a parlé tout à l'heure. C'est ce dimanche, premier tour. C'est ce dimanche, et nous nous exprimerons, bien sûr. Il faut aller voter, voilà. Il faut aller voter, c'est une des manières. Moi, je pense que, en effet, on est conscient qu'il y a ces processus de stigmatisation. Mais on est en train de Comment les déjouer aujourd'hui? C'est cela la vraie question aujourd'hui. Comment les déjouer? C'est justement en tenant les deux bouts. À la fois en étant, je dirais, offensif de ne pas se laisser faire, et en même temps être dans la construction. Et la construction, c'est d'être sur le terrain, faire des choses. Donc vous savez que l'association Les Oranges est dans la permanence de l'action depuis très longtemps. D'ailleurs, il y a le Sidi Mohamed Barkat, le philosophe algérien, qui disait la dernière fois, il faut habiter. Il faut habiter, je dirais, le pays. Il faut habiter les choses. Et partout, on est chez nous, y compris dans les partis politiques et tous les partis politiques, les associations. C'est important. La réponse à Maréchal Le Pen, c'est nous sommes chez nous, signé Mohamed Kaki. C'est cela la réponse. Bien évidemment, qu'elle le veuille ou qu'elle ne le veuille pas, il faut qu'elle sache que les élites issues de la diversité sont présentes dans les hôpitaux, des médecins, des chirurgiens, du personnel médical et paramédical, dans les entreprises, les ingénieurs, les hauts cadres de direction, les chefs d'entreprise, dans les universités, les CNRS, les laboratoires de recherche, dans l'enseignement supérieur, primaire, secondaire, dans les banques, dans la culture, dans l'art, bref, dans tous les secteurs, ces élites issues ou ces personnes issues participent au développement économique, social, culturel et au rayonnement de la France. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir les personnes qui parlent la langue française. Majoritairement, la francophonie trouve ses racines dans le monde arabo-musulman. La réponse de nos intellectuels présents sur ce plateau ce soir. Qu'elle le sache. Nous sommes chez nous, signé Mohamed Kaki, Idriss Ahida. Absolument, on est chez nous. Faisal et nos enfants sont chez eux. Et Kamel. On s'inscrit dans une perspective d'avenir et de construction avec l'ensemble des Français parce qu'on fait partie du peuple français. Merci, on ne peut pas rajouter un mot après ce que vous venez de dire. Merci messieurs d'être venus dans nos studios. Merci à vous Kamel Ameriou, Faisal Ben Khaldoun, Idriss Ahida et Mohamed Kaki. Bien sûr, je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute des programmes de Radio Lyon. Et à 17h30, vous avez rendez-vous avec l'édition en langue française avec François-Xavier de Calonne.